Ursula von der Leyen, je le disais, elle a dit qu'il y a quelques pilules un peu dures à avaler sur la partie budgétaire, hein, pas sur le plan de relance. Vous pensez que voilà, ces règles, c'est la gouvernance, 27 pays qui doivent se mettre d'accord, tout le monde doit être là, ça permet... il y aura d'autres accords, on va pouvoir continuer comme ça, avancer en Europe malgré ce qui est quand même des contraintes. Après, c'est moins démocratique. Il faut l'espérer. Il faut toujours rappeler à nos concitoyens que la plus grande victoire de l'Europe, c'est la paix des nations. Il ne faut jamais l'oublier. On revient en basique, là. On revient en basique, mais c'est quand même l'élément le plus important, c'est d'avoir la paix, et c'est une chance exceptionnelle. Maintenant, je pense que cette Europe technocratique, si on devait interviewer un peu l'ensemble des Européens aujourd'hui, c'est un peu le rejet qu'on a au niveau de cette Europe. On voit bien aujourd'hui dans un monde où on vit une crise à peu près tous les 10 ans, enfin une crise majeure. La dernière, celle de Lehman Brothers, elle venait des États-Unis. Celle-là, elle vient de Chine. La prochaine, elle viendra peut-être d'Afrique. Elle peut venir de n'importe où. On a besoin de se transformer rapidement. On a besoin de gérer ces transitions. Et on voit besoin d'agilité. On a besoin d'agilité et on voit bien, exactement, et on voit bien que notre système de gouvernance aujourd'hui à 27 à l'unanimité, ça n'a aucun sens. On perd un temps considérable face à l'Asie. Mais ça arrive, 4 jours, c'est pas si long pour ces 150 milliards. Oui, mais on insiste sur ça. On le voit bien, tous ces processus sont quand même très lourds, très longs, très technocratiques. On manque d'agilité quand des pays comme l'Asie ou même les États-Unis avancent 3 fois, 4 fois parce plus que vite. c'est des pays, justement. Et aujourd'hui, c'est 27 pays. Oui. Mais aujourd'hui, c'est peut-être ça ce qui nous manque aujourd'hui au niveau de notre Europe, c'est d'avoir un idéal européen, c'est d'avoir une véritable vision, c'est surtout d'être en capacité de lancer des grands projets européens. Moi, je rêve qu'on annonce peut-être le lancement de 2-3 grands projets européens massifs, peut-être autour de l'écologie. On regardait sur l'espace... Et pas 150 items, quoi. C'est ça voilà. Et pas 150 items. On a besoin de rêver, on a besoin de se projeter, on a besoin de souffle. Et aujourd'hui, à mon sens, c'est ce qui manque au niveau de l'Europe. Nicolas Doucerin, on insiste sur cette priorité de l'emploi des jeunes. C'est une priorité que vous approuvez et ce type de dispositif d'aide financière à une première embauche, est-ce que c'est quelque chose susceptible d'être efficace selon vous? Écoutez, d'abord, il faut se réjouir d'une chose, c'est d'avoir 800 000, entre 700 et 800 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. On est l'un des pays les plus jeunes d'Europe. On a cette chance d'avoir ce capital humain exceptionnel. Ce que n'a pas, on compare toujours l'Allemagne et la France. Il faut savoir que nos amis allemands ont plus de décès que de naissances dans leur pays. Nous, on a la chance d'avoir ce capital-là. Et c'est vrai que pour moi, c'est un devoir collectif, pas uniquement des politiques, mais des collectivités territoriales, des départements, des communes, des chefs d'entreprise que nous sommes. On a le devoir d'investir sur notre jeunesse. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que nos jeunes, ce sont nos ouvriers, nos techniciens, nos start-upers, nos chefs d'entreprise, nos politiques de demain, nos journalistes de demain. Et donc, il faut investir massivement. Donc oui, j'approuve ce plan. Il doit être massif, mais il faut aussi que l'effort, en plus d'être financier, il faut que l'effort il soit collectif. Je pense qu'on a tous notre part de responsabilité pour former cette jeunesse, la préparer dans un monde qui va bouger terriblement. Aujourd'hui, nos jeunes sont confrontés à énormément de problèmes, il faut le reconnaître. D'abord, on vient juste de leur mettre une dette de 500 milliards d'euros sur les épaules supplémentaires avec cette crise. Il ne faut jamais l'oublier, c'est quand même eux qui vont en financer une grande partie. On a le financement de nos retraites, on connaît le sujet et aujourd'hui le décalage entre les inactifs et les actifs, et ça va aller qu'en se dégradant par définition, d'où la nécessité de réformer nos régimes de retraite. Donc on a un pays qui est endetté, on est en plus en pleine mutation, puisqu'on le voit bien aujourd'hui avec maintenant l'arrivée des technologies, du haut débit, on parlait de la 5G, depuis maintenant 15 ans, on voit bien que tous les modèles économiques sont en train de se transformer. On le voit avec la crise. On peut considérer que c'est enthousiasmant, que ce n'est pas forcément une contrainte. C'est tous les métiers, tous les métiers d'avenir. Et pour cela, il faut absolument que nous préparions nos jeunes à s'épanouir en tant que citoyens, à trouver leur voie, à créer tous ces métiers d'avenir. Et pour ça, il faut que collectivement, on investisse sur la jeunesse. Ça me semble important. Il y a un point quand même qui me semble essentiel. C'est un peu le problème de cet État centralisateur qui met des normes au niveau national pour tout le monde. Pour avoir beaucoup voyagé dans nos territoires, la problématique de l'emploi dans nos territoires est très différente d'un territoire à un autre. J'étais en visite il y a encore pas très longtemps à Brive-la-Gaillarde, en Périgueux, où j'ai visité un certain nombre d'entreprises, d'associations.
Les emplois qu'ils recherchent ne sont pas les mêmes qu'en Île-de-France, ne sont pas les mêmes qu'à Oyonnax ou ne sont pas les mêmes qu'en Aquitaine. Et ce qui est surtout très important, c'est de s'attacher à nos territoires, de regarder quels sont les acteurs qui sont amenés à recruter, à se transformer et finalement à revenir à l'échelle du territoire et pas toujours à l'échelle nationale, parce que c'est souvent ce qui fait défaut dans nos politiques. Voilà, le sujet est financier, donc il n'y a pas de filière particulièrement... Non, mais il y a tout le plan formation, vous savez, qu'on a abordé, où on prévoit un grand programme de formation. Des primes, quelle est votre position sur la notion d'effet d'aubaine, c'est-à-dire qu'on renvoie régulièrement, c'est-à-dire les embauches qui auraient de toute façon eu lieu, ils se prennent les 4 000 euros, c'est de l'argent gâché entre guillemets, ou encore une fois un cadeau fait aux entreprises. Il faut oublier ça, l'effet d'aubaine, c'est pas grave, il faut foncer. Je crois qu'aujourd'hui on a besoin, quand on subit une crise aussi violente que l'on a et qui va perdurer quand même pendant quelques mois, voire quelques années, il faut créer des électrochocs. Donc moi, je suis assez favorable à créer des électrochocs et il doit y avoir une solidarité nationale. Évidemment, quand vous prenez une mesure, certaines entreprises n'ont pas besoin de ces primes et par définition, ils vont en bénéficier. Mais si vous mettez toute la technostructure pour aller contrôler chaque entreprise qui aurait dû faire, etc., on s'en sortira pas. Donc à un moment donné, il faut prendre des décisions. Ce qu'on appelle il y a des petits effets de bord, mais il faut foncer quand même. Sinon, par contre, quand je dis qu'on a une responsabilité collective aussi, c'est de la responsabilité des parents aussi. C'est aussi de revaloriser des métiers qu'on a totalement dévalorisés depuis 20 ans. Vous allez voir n'importe quel artisan aujourd'hui en France, des électriciens, des plombiers, des bouchers, ils n'arrivent pas à recruter de jeunes aujourd'hui. C'est une galère sans nom. Et on a besoin aussi de ces métiers-là. Vous allez aujourd'hui à Oyonnax, qui est aujourd'hui là, dans le domaine de la plasturgie, vous avez visité des entreprises ultra-modernes de retraitement de matières plastiques, de transformation. Je discutais encore avec le président d'une très belle entreprise. Il m'expliquait, on n'arrive pas à recruter de jeunes ingénieurs. Personne ne vient à Oyonnax, en région Rhône-Alpes, alors qu'on est parmi les leaders en Europe dans le retraitement des matières plastiques. Donc, mais ça, c'est quoi? C'est des questions d'image? Vous dites les parents, c'est quand même pas les parents quand... Un gamin à 23 ans, ce qu'ils vont les envoyer à Oyonnax, qui vont lui dire si c'est bien pour toi. Enfin, non, mais ça... Qui vont les faire travailler en boucherie parce que les jeunes ont un rapport plus compliqué peut-être aujourd'hui. Non, mais on le voit etc., bien, non, pendant beaucoup d'années, on était dans une culture, faut faire le bac S, scientifique, il y avait cette espèce de... On a tous vécu, on est dans... On a tous voilà. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est que notre devoir collectif, ça commence par les parents, ça commence par les enseignants. Pourquoi est-ce qu'on a un gros problème aussi? Moi, ça fait 20 ans aussi que je recrute des informaticiens. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas assez d'ingénieurs en informatique sur le marché. C'est des hommes, des entrepreneurs comme Xavier Niel qui sont obligés de créer des écoles en parallèle parce qu'aujourd'hui, Iliad n'a pas les moyens de recruter. Ouais. À partir de là, ça démontre bien que notre système est décorrélé de la réalité, c'est-à-dire qu'on a un système qui forme des jeunes, mais dont toute une partie ne correspond pas aux besoins des entreprises. Et aujourd'hui, c'est là où c'est important d'avoir une vision à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, pour que nos jeunes qui sortent aient le maximum de chances de savoir-faire et aussi en tant que citoyen de s'intégrer dans la vie active. Moi, j'ai recruté des milliers d'ingénieurs, je dis bien des milliers, d'ingénieurs chimistes, biologistes, que l'on a passé notre temps à reconvertir au métier de l'informatique en leur payant des formations par des entreprises du privé parce qu'on nous sortait des milliers de chimistes, il n'y avait aucun débouché, alors que dans l'informatique, il nous manquait terriblement d'informaticiens. Et ça, c'est pas nouveau d'aujourd'hui. Hein. Ça date depuis 1999. Hein. Donc voilà. Est-ce que c'est pas avant tout un sujet technique, les dividendes rétribution, de rémunération du capital? Est-ce qu'il faut que ça rentre dans des considérations plus politiques sur le caractère indigne ou pas de rémunérer les actionnaires dans certaines périodes? Nicolas, je commence par vous. Alors, moi déjà, ce qui me choque dans la notion de dividende, c'est que quand on a un État, la France et un État européen, qui investit massivement pour cette crise avec le déblocage des prêts PGE, des aides, du report des charges, etc., ça me semble totalement indécent d'avoir des chefs d'entreprise et actionnaires qui envisagent une seconde de pouvoir distribuer des dividendes. Normalement, les dividendes, c'est sur l'année précédente. Hein, donc non, mais peu importe. J'ai connu la crise de 2008. Je le dis toujours à mes salariés, j'avais 92 salariés. Y compris pour les sociétés cotées. Vous, là, il y a un enjeu qui est un enjeu de... Il y a un moment, dans une société qui recherche du bon sens, ça me semble indécent. Autant je critique souvent des politiques par leur manque d'exemplarité vis-à-vis des concitoyens. Eh bien, je dis la même chose au niveau des chefs d'entreprise. Ça me semble indécent. J'ai personnellement bénéficié d'un prêt PGE au niveau de mon cabinet Valumène.
J'ai fait mon assemblée générale dernièrement. J'ai fait pas mal de bénéfices l'année dernière. J'ai mis intégralement mes bénéfices en augmentation de capital et bien évidemment, je ne me verse pas 1 euro. C'est juste du bon sens. Il y a un moment donné, on ne peut pas demander à la collectivité finalement de s'endetter, d'investir, de soutenir une économie et de l'autre côté, d'avoir certains actionnaires, d'accord, et certains chefs d'entreprise distribuer les dividendes. Et à l'inverse, je suis plutôt là-dessus un libéral. Je trouve normal qu'on puisse distribuer des dividendes quand un actionnaire prend des risques, investit, et que finalement l'entreprise est bien gérée, qu'elle dégage des dividendes, qu'elle en redistribue une partie à ses actionnaires, qu'elle en redonne une partie en réinvestissement au niveau de l'entreprise et une autre partie au niveau des salariés. Moi, je suis assez favorable à la règle des 3 tiers. J'aime bien cette règle des 3 tiers. Voilà, ça, j'ai toujours pratiqué comme ça dans mes entreprises. Investissement actionnaire salarié. Exactement. J'aime bien. Voilà. Parce qu'il faut redonner du sens à nos entreprises. Et voilà. Et là-dessus, je suis extrêmement virulent. Je ne sais pas ce qu'en pensent nos invités, mais en tout cas, c'est ma... Je pose la question pour les grosses boîtes, précisément, de l'équité de traitement par rapport à leurs concurrents. C'est sûr que si on va aux États-Unis, on est à l'opposé de ce qui se fait encore en France et en Europe. Mais il y a une autre chose qu'il ne faut surtout pas oublier, et ça c'est le petit sujet, hein. On parle toujours des entreprises du CAC 40, mais je rappelle que l'essentiel de la puissance économique de la France, ce sont nos TPE, c'est pour ça que j'ai précisé que le chiffre de 50 milliards concerne les boîtes du CAC 40. Le PGE est beaucoup plus large. La règle s'impose quand même à toutes ces entreprises, et je rappelle que l'une des très grosses faiblesses de nos PME, TPE, c'est d'être sous-capitalisé. C'est les fonds propres. Ouais. J'insiste sur un point quand même, je ne veux pas être pessimiste, mais la crise économique, elle est devant nous. Les difficultés, c'est dans les 9 mois, les 1 an qui viennent. C'est la fin de l'année, c'est le premier semestre 2021, c'est le prêt PGE où chaque chef d'entreprise aura la lourde responsabilité de prendre l'option de dire « je rembourse totalement », je rembourse partiellement ou j'étale avec les taux de marché sur 2 ans à 5 ans. Il y aura probablement des modalités de conversion en fonds propres qui seront présentées par la... On ne sait pas, mais personne ne les fait. En tout cas, ce n'est pas exclu d'après ce que j'ai... Non, mais il faut quand même anticiper quand même... bienvenue d'ailleurs par rapport au sujet des fonds propres que vous évoquez. Il faut quand même anticiper cette évolution. Il y a beaucoup de secteurs qui sont quand même lourdement touchés. Il y a d'autres secteurs qui rebondissent assez vite. Je suis assez surpris d'ailleurs dans la consommation. Certaines chaînes, dans le retail ou autres, qui ont des chiffres complètement dingues, qui sont même en croissance par rapport à l'année dernière, ce qui est complètement... notamment dans le bricolage, il paraît que le bricolage explose, les Français ont... Les marques distributeurs, il y a des chiffres incroyables, mais il y en a aussi énormément qui se retrouvent avec une grosse dette avec le prêt PGE, et ce prêt PGE, il va bien falloir le rembourser d'une manière ou d'une autre et à un moment donné. Donc le rôle d'un chef d'entreprise, c'est d'anticiper. Et c'est pas attention aux dividendes. Je parle surtout moi au niveau de, je parle pas du CAC 40 là, mais vraiment au niveau de TPE-PME, parce qu'il faut quand même anticiper à 1 an ou 2 ans. On parlait les métiers de la construction du bâtiment. Je pense que pour eux, ça va être très compliqué sur le 2e semestre 2021. Oui. Parce que les arrêts, les nouvelles élections, les décrets, le temps que ce soit signé, que les chantiers soient lancés, qu'il y ait un plan de soutien, etc. Je pense que le marché du bâtiment va fortement se contracter en 2021. Et bon, 2021, c'est dans 1 an et demi. Donc, il y aura peut-être le plan de rénovation technique pour prendre le thermique. Pardon, le président de la République lancera un grand plan d'investissement massif sur le bâtiment avec... la rénovation thermique, c'est du bâtiment. Enfin, en tout cas, c'est ces métiers-là. Parce que ça y va, l'argent. Hein, ça coûte maintenant à moins de 10 milliards, ça ne peut rien. On y va. Nicolas. 3 secondes rapidement. D'abord, soyons pragmatiques. Le gouvernement peut prendre une mesure, c'est que toute entreprise qui n'a pas utilisé sa trésorerie, qui est largement en excédent de trésorerie, c'est tout simplement d'imposer un remboursement à un moment donné pour ces entreprises, parce que ça n'a pas lieu d'être. Et deuxièmement, je dis aux chefs d'entreprise, il faut absolument utiliser une partie du PGE pour transformer le modèle économique des entreprises. C'est une occasion unique. Il ne faut pas être passif, il faut être proactif, il faut profiter de cette aubaine pour transformer les modèles, adapter pour que demain, l'entreprise puisse à nouveau assurer son développement et sa croissance dans les 10 ans qui viennent. Voilà, faire de attention. Cette course vers l'espace, vers Mars, cette nouvelle frontière, voilà, qu'est-ce que ça vous inspire très rapidement? Est-ce que c'est quelque chose de valable selon vous, générateur d'innovation à venir, de choses concrètes, où on est un petit peu dans le rêve et parfois peut-être dans les sbrouffes de la part de certains pays? Une réaction rapide, tour de table. Nicolas. Moi, rapidement, je fais partie de ceux qui ont les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Le pied sur terre, c'est le pragmatisme des entrepreneurs avec tous les sujets qu'on vient d'évoquer là, et en même temps, je crois beaucoup au rêve. On a besoin de rêver et de pouvoir se projeter. Et moi, je suis admiratif, tel un gamin devant un écran de télé, de voir décoller ses fusées, partir
On parle de quelques semaines, je crois que le trajet, c'est pas loin d'un an, je crois. Oui, non, c'est quelques mois. Oui. C'est bon. Et de voir ça, je trouve ça extraordinaire. Là où je suis triste, aujourd'hui, on revient sur l'Europe. C'est qu'il n'y a pas de mission européenne. Alors, il y en aura, mais... Ouais, on a toutes les grandes puissances et l'Europe est à la traîne alors que c'était une très grande force de l'Europe. C'est encore ces grands projets européens, initiés d'ailleurs en partie par le général de Gaulle, d'accord ? La grande époque avec une vision, et là, eh bien nous, on est encore dans nos problèmes à essayer de voter à 27. Je crois qu'on n'est pas prêt d'envoyer une fusée sur Mars encore aujourd'hui. Nicolas, vous avez la tête dans les étoiles tout à l'heure, ça vous laisse rêveur, ces valorisations? Non, mais je crois, je partage complètement. C'est-à-dire aujourd'hui, je pense qu'en période de crise, on a besoin de solides. La pierre est une valeur refuge, l'or est une valeur refuge. C'est tangible, c'est concret, c'est historique, en plus c'est culturel. Donc très honnêtement, je ne suis pas étonné que l'or atteigne aujourd'hui des sommets en pleine crise, quoi. Voilà. Et les valeurs de la tech, alors si on regarde, alors là c'est quelque chose de beaucoup plus diversifié, parce qu'il y en a beaucoup, l'or, il y en a qu'un, enfin il y en a, c'est unique. Les indices américains, on le sait, ont totalement oublié, sauf le Dow, mais qui est plus restreint, oublié la crise du Covid, là, récente. Non seulement le Nasdaq, qui est donc plus concentré en valeurs technologiques, alors non seulement il l'a oublié, mais il a largement dépassé sa valeur d'avant la crise sanitaire. Certains évoquent une bulle, ça arrive sur les marchés financiers, notamment aux États-Unis aussi. Est-ce que toutes ces valorisations un peu dingues, alors Tesla c'est peut-être un cas particulier, mais c'est exemplaire quand même de PE qui sont les ratios de capitalisation des bénéfices qui sont des niveaux absolument records. Vous pensez qu'il y a du concret derrière ces... Là, il y a de la croissance, manifestement, derrière ces boîtes, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, c'est un vrai paradoxe parce que d'un côté, je suis admiratif et on voit que toutes ces valeurs tech, en fait, ce sont des valeurs qui font un peu rêver, puisque c'est finalement toute la technologie que tous les consommateurs dans le monde utilisent aujourd'hui. Donc il y a un côté très séduisant qui est la grande transformation que nos modèles économiques sont en train de vivre depuis 10-15 ans et qui va s'accélérer par définition dans les 15 ans qui viennent. Donc je suis assez admiratif. Maintenant, si on s'arrête avec un tout petit peu de recul, quand on voit la valorisation de Tesla qui est à plus de 300 milliards et qui pèse aujourd'hui plus lourd que PSA et Renault réunis, d'un côté vous avez... Alors, c'est pas qu'il pèse plus lourd que PSA et Renault réunis. C'est qu'il pèse 10 fois plus lourd que PSA et Renault réunis. Parce que PSA, ça pèse que 13 000. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien plus encore. Il y en a une qui a créé 15 000 emplois, et puis il y a les deux autres qui en ont, je sais pas, 250 000, 280 000 emplois, voire plus dans le monde. Donc, il y a quelque chose qui est très irrationnel. La bourse, l'emploi n'est pas forcément le sujet de préoccupation majeure. Ouais. Donc, il y a quelque chose de très irrationnel, et quand ça monte aussi vite, la chute peut être extrêmement violente derrière. Et d'un autre côté, on a vu des succès avec Facebook, avec Twitter, avec des entreprises comme Amazon, qui étaient surcotées, surévaluées, des modèles économiques qui ont réussi et qui aujourd'hui ont des valorisations qui sont énormes. Donc